se rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nivasumba. Bienvenue dans l'édition du 24 novembre 2020, le sommaire pour commencer. Des cultures endommagées dans la province Chibitoke, les pluies qui se sont abattues aujourd'hui sur certaines communes ont laissé la population dans la désolation totale. Les détails, c'est au cours de cette édition. Nous vous parlerons également des préparatifs du gouvernement du Burundi à la veille de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Le ministère concerné promet de vulgariser les textes de loi qui protègent la femme. Et le personnel de la Sosumo se félicite de la production de 20 000 tonnes de sucre cette année, mais il estime que le salaire est encore très bas. À suivre également tout à l'heure dans cette édition, réalisée au niveau technique par Égide Mwemero et Lucie Kabera. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. Débutons par notre série de reportages sur le fichage ethnique en cours au Burundi, à côté des organisations internationales de lutte contre la discrimination ethnique et le génocide. Les organisations burundaises de défenseurs des droits humains s'inscrivent en faux contre le recensement ethnique mis au point par le gouvernement burundais. Elali Nivizi indique que ce recensement piétine les conventions de l'Organisation internationale du travail qui assure la protection et la sécurité des travailleurs. Cette ancienne présidente du syndicat des travailleurs des enseignants et actuellement directrice exécutive de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH en sigle, explique que le gouvernement du Burundi indique également que ce recensement pourrait engendrer une discrimination ethnique et appelle la CNIDH et le Comité national de dialogue social à stopper l'utilisation négative des résultats de ce recensement. Au cas échéant, les travailleurs burundais peuvent porter plainte contre le gouvernement. Quand vous avez un environnement où des informations sont collectées en rapport avec l'ethnie, en rapport avec les régions, alors que le Burundi se trouve dans une région affectée par les conflits ethniques, mais aussi avec le voisinage du Rwanda voisin, où le fichage ethnique a conduit à une discrimination et à un massacre au niveau même des services, cela doit causer l'insécurité du travailleur. C'est ça le risque, et les données qui sont collectées, qui sait à quoi servira ces données? Qui sait à qui sera distribuées ces données? Le risque, c'est de faire une catégorisation ethnique, une discrimination ethnique et pourquoi pas un génocide à tous les niveaux. Normalement, les syndicats des travailleurs et même les syndicats d'employeurs, parce que les employeurs sont aussi des travailleurs, devraient se saisir de la question, aller auprès du gouvernement et lui montrer les travers, le vice qui se trouve dans ce questionnaire d'enquête. Ils doivent se saisir de cette question, la soumettre au Comité national de dialogue social. Si le Comité national de dialogue social faiblit, parce que c'est lui qui est chargé de prévenir les conflits et même de les résoudre dans le monde du travail, et aller à la CNDH. La CNDH a la latitude et même l'obligation de se saisir de ces questions et d'intervenir entre le gouvernement et le peuple en vue de donner des conseils, mais aussi de prévenir les conflits. Alors, au lieu d'aller réparer les pots cassés, au lieu d'aller éteindre le feu qui brûle, la CNDH doit écouter l'interpellation des travailleurs, l'interpellation de tout le monde pour secourir les travailleurs burundais et pour que les données qui ont été collectées soient complètement effacées et qu'il ne soit gardé que les données en rapport avec le travail. Mais aussi, et si les organes internes ne réussissent pas, il faut saisir le BIT. Chaque année, il y a une conférence internationale du travail. Il y a aussi des sessions extraordinaires. Il faut que la question soit soumise à la conférence et que les travailleurs burundais puissent se plaindre contre ce fichage ethnique et montrer en quoi ce fichage ethnique est en danger pour la paix, pour la sécurité des travailleurs, mais aussi pour la paix dans l'entreprise et pourquoi pas pour la paix en général. Les propos de Lali Niwizi ont été recueillis par notre confrère Trésor Nyongabo.
page sécurité, un corps d'une personne non encore identifiée a été jeté par un officier de la police devant l'entrée de la morgue de l'hôpital Prince-Régent Charles. C'était avant-hier. Cet officier de la police expliquait que cette personne était victime d'un accident. Hier, les activités de l'hôpital ont subi des perturbations à cause de cet incident. Plus de détails avec Éloge Divin Remèche. Ce corps d'une personne non encore identifiée a été amené à l'hôpital Prince-Régent Charles le soir du dimanche dernier par un officier de la police appelé dans le jargon militaire commissaire Kilo Mike, une identification généralement utilisée par les membres des corps de défense. Différentes sources de la RPA, parmi les témoins oculaires, affirment que cet officier de police était en compagnie d'autres policiers qui assurent sa garde et se déplaçaient à bord d'un pick-up. Ces mêmes sources indiquent également qu'à l'arrivée de ces policiers devant l'entrée de la morgue du Prince-Régent, le travailleur de garde leur a signifié qu'il n'y avait plus de place disponible à la morgue. L'officier de la police disait qu'il venait de prendre cette victime là où elle venait d'être écrasée par un véhicule. Pourtant, d'autres informations révèlent qu'à la première vue de ce cadavre, on déduisait que la victime aurait été tuée à la machette. Des querelles ont éclaté entre les agents d'une société de gardiennage qui était à l'entrée du portail principal de l'hôpital Prince-Régent et cet officier de la police après que le travailleur qui assurait la garde à la morgue du Prince-Régent Charles ait refusé de réceptionner le cadavre. Ce travailleur de garde a, par la suite, pris l'option de fuir de peur d'être arrêté arbitrairement par ces policiers. D'autres informations qui proviennent de l'hôpital Prince-Régent Charles révèlent que ces policiers ont jeté ce cadavre devant la morgue et sont partis. Arrivés à la sortie, les policiers ont constaté que le portail avait été verrouillé par les agents de la société de gardiennage. Ils sont rentrés par la suite dans la cabine de ces agents et ont pris tous les clés qui s'y trouvaient, ont ouvert par force le portail et sont partis avec les clés. Ce lundi, tous les travailleurs de l'hôpital Prince-Régent Charles étaient sidérés de constater que toutes les portes étaient fermées par des cadenas à l'exception du portail principal. Les travailleurs sont entrés après avoir brisé les cadenas, ce qui a rendu furieuse l'administration de l'hôpital. Cette dernière a, selon une source de la RPA, contacté le ministère de la Santé afin qu'il demande des explications à la police. Entre-temps, dans l'après-midi de ce lundi, des policiers sont venus et ont pris le cadavre pour l'amener à la morgue de l'hôpital de Manda, où il se trouve actuellement. Certains témoins oculaires affirment que le cadavre était enveloppé dans un sachet plastique au moment de l'amener à l'hôpital de Manda. À ce propos, la RPA essaie de contacter Pierre Mourikiye, le porte-parole du ministère de la Sécurité, mais sans succès. Quittons Bujumbura pour nous rendre dans la province Cibitoke où plusieurs champs de culture ont été endommagés par des pluies diluviennes qui se sont abattues aujourd'hui sur les communes Rugombo et Mugina. Les sinistrés ne savent pas quoi faire pour le moment. Hervé Niyuhire. C'est aujourd'hui vers 14h qu'une pluie mêlée au vent s'est abattue au chef-lieu de la commune Rugombo. Des maisons parmi lesquelles l'école Access School de Mouyika 1 ont été démolies et des champs de culture endommagés comme l'indique cet habitant. Une pluie qui s'est abattue sur la commune Rugombo a emporté des maisons, des salles de classe, des poteaux d'alimentation électrique et s'est abattue aussi sur la commune Mugina. Cette pluie était mêlée de vents violents et les champs de maïs ont été gravement touchés. Samedi dernier, de telles pluies ont causé beaucoup de dégâts en commune Mugina et Mugui, parmi lesquels 80 maisons détruites sur les collines Macha, Mahande et Mugimbo de la commune Mugui. Également, des bananiers et des champs de maïs et de haricots ont été endommagés. La population victime demande d'être assistée. Les dégâts occasionnés par ces pluies ont été soulevés par le ministre de l'Intérieur, Gervais Ndirakobucha, lors d'une réunion de sécurité qu'il a tenue son mardi. Et à Moaro, ce sont des médicaments d'une valeur d'environ 2 millions de francs burundais qui ont été endommagés faute de réfrigérateurs. Cela s'est passé à l'hôpital de Fota. Les patients subissent déjà des conséquences. Innocent Valentin Singirangao. Certains infirmiers de cet hôpital d'Ofota révèlent qu'ils ont appris la détérioration des médicaments dont la conservation nécessite la congélation jeudi dernier. Ces infirmiers affirment que la détérioration de ces médicaments est consécutive à une panne de réfrigérateur. Un parmi eux révèle la valeur des médicaments détériorés.
Le frigo en question se trouve dans la pharmacie. Il congélait les médicaments du diabète comme les insulines et les vaccins antirabiques. Tous ces produits sont endommagés. Ils ont une valeur d'1,7 francs burundais. Ce sont les malades du diabète qui sont les plus touchés par ce manque de frigo à l'hôpital d'Ofota, selon ce témoignage. Les conséquences sont remarquables. Par exemple, les malades du diabète ont passé des jours sans aucune assistance. Ça va nous créer une complication concernant l'équilibration du diabète chez les patients parce qu'ils doivent reprendre la procédure à zéro. Ces patients peuvent même mourir suite à l'arrêt subi de la prise de médicaments. À ce propos, nous avons tenté de joindre le docteur Ezekiel Nzouansaba, directeur de l'hôpital d'Ofota, ainsi que docteur Tadé Ndikumana, ministre de la Santé, mais sans succès. Amngaro, comme partout dans le monde, vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA Idjoui Gawanyagiougou et sur notre compte Twitter. Tout de suite, nous parlons de la démission d'un haut cadre de l'Union africaine. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Haririmana, en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. L'ancien président burundais Pierre Buyoya a démissionné de son poste de haut représentant de l'Union africaine au Mali et au Sahel. Selon l'article de la RFI, officiellement, il démissionne pour pouvoir se consacrer totalement à sa défense. Il a récemment été condamné à perpétuité par la justice burundaise pour assassinat de son successeur, le président Melchior Ndadaye. Dans son article, la RFI cite une source qui indique qu'en réalité, cette démission de Pierre Buyoya est une décision prise dans commun accord avec la Commission de l'Union africaine pour éviter de mettre dans l'embarras un organe qui est avant tout au service des États membres. Pierre Buyoya ne s'est toujours pas exprimé jusque-là, selon toujours cet article de la RFI, mais il prévoit une conférence de presse d'ici quelques jours pour expliquer sa décision. Et de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, le Burundi se trouve sur la liste de 24 pays, la plupart d'Afrique, dont les touristes et les voyageurs d'affaires devront payer une caution pouvant atteindre $15,000 américains pour se rendre dans ce pays. L'annonce est tombée hier. Selon le journal Reuters, le département d'État américain a déclaré que la règle finale temporaire pourrait entrer en vigueur à partir du 24 décembre de l'année en cours pour prendre fin le 24 juin de l'année prochaine. L'administration Trump cible, selon Reuters, les pays dont les ressortissants ont des taux plus élevés de visa B2 pour les touristes et de visa B1 pour les voyageurs d'affaires. Et retour au Burundi. Le Burundi compte adopter des mesures en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes. L'annonce a été faite par le ministre ayant les droits de l'homme dans ses attributions à la veille du début des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Pour le ministre Imelda Sawushimike, entre autres activités prévues au cours de cette période, figure la vulgarisation de la loi spécifique portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre. Suivez la ministre Imelda Sawushimike. Cette campagne est organisée en vue de se joindre aux nombreuses femmes et filles victimes de violences basées sur le genre et qui, par conséquent, ne contribuent plus
convenablement au développement de leur famille. Elle constitue également une occasion d'auto-évaluation pour les intervenants du secteur de la lutte contre les violences basées sur le genre en vue de pérenniser les acquis et adopter les meilleures stratégies pour surmonter les contraintes et défis persistants. Le thème national retenu cette année est Oranger le Burundi, ensemble pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Il a été choisi en vue d'interpeller la conscience de tout un chacun à s'impliquer davantage dans la lutte contre ce phénomène qui mine toute l'humanité en vue de construire un Burundi qui rayonne. Cette journée intervient au moment où le gouvernement du Burundi continue à renforcer ses interventions en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes à travers la promotion de son autonomisation, prévention efficace contre ce fléau et la prise en charge des victimes en renforçant les centres de prise en charge intégrés des victimes. Le lancement officiel de la campagne de ces jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, édition 2020, aura lieu le 27 novembre 2020 au chef-lieu de la province Mouranja. Au cours de cette campagne, plusieurs activités seront organisées autour du thème à travers tout le pays, plus particulièrement la vulgarisation de la loi spécifique portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre à l'endroit des différents leaders, surtout communautaires. Je vous rappelle que vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi en nous envoyant un message sur notre WhatsApp. C'est le plus 49 151 294 16 348. Une courte pause et nous nous rendons à Cibitoke où certains habitants s'insurgent contre un grossiste qui s'est arrogé le droit de fixer les prix comme bon lui semble selon ses habitants. Les habitants de la commune Mugui, province Cibitoke, s'insurgent contre un grossiste des produits Braroudi qui s'est arrogé le droit de fixer les prix comme bon lui semble selon ses habitants. Ces derniers demandent aux administratifs de veiller au respect des prix fixés par l'État. Les détails avec Emmanuel Ndaichimi. Les habitants de la zone et commune Mugui, province Cibitoke, se plaignent quand certains qui bossent, un grossiste des produits de la Braroudi, fixe des prix élevés par rapport au prix officiel. Au lieu de vendre un casier d'Amstel à 19 700 francs burundais, il vend un casier de la bière Nyongera à 12 000 francs, alors que le prix d'une bouteille est fixé à 1000 francs. Pourquoi alors l'administrateur ou une autre autorité ne puisse pas se rendre chez qui bosse pour lui exiger de respecter les prix officiels? Nous sommes vraiment fatigués. Il faut que ça s'arrête. Les habitants de cette zone indiquent que cela pousse les détaillants augmentent à leur tour les prix des produits Braroudi. Un commerçant de bière qui achète à un prix cher doit lui aussi vendre à un prix élevé. Si nous nous rendons au bistrot, une bière d'Amstel qui coûtait 1800 francs burundais coûte actuellement 2000 francs burundais. Les habitants de la zone Mugui demandent aux administratifs de réguler les prix de ces produits Braroudi. À ce propos, la rédaction a essayé de joindre par téléphone Merkiad Nzokizwanayo, administrateur de la commune Mugui, mais il n'a pas décroché son téléphone. Et rendons-nous à présent dans l'entreprise, au sein de l'entreprise Sosumo, où 20 000 tonnes de sucre, c'est la quantité produite par cette société sucrière d'Omoso pour la campagne de l'année 2020. Une campagne qui s'est clôturée ce lundi 23 novembre. Le personnel de cette entreprise se dit satisfait par cette production, mais demande que la rémunération soit revue à la hausse. Le point avec Emmanuel Nyungeko. La campagne de récolte de la canne à sucre et de production de sucre au sein de la société sucrière d'Omoso située en zone Gihofi, commune Bukemba de la province Rutana, qui avait débuté le 23 juin 2020, s'est clôturée ce lundi. 20 000 tonnes de sucre ont été produites pour cette campagne de 2020 au moment où la production était de 19 000 tonnes l'année dernière, 2019. Le personnel de la Sosumo se dit satisfait par ce rendement. Selon lui, cela est dû aux efforts de nouveaux responsables de la Sosumo, notamment le général-major Aloïs Ndaïkengurukiye, qui
occupe le poste de l'administrateur directeur général. Les nouveaux dirigeants de l'entreprise ont tout fait pour réorganiser et assainir le climat malsain dû au renvoi de certains employés. 6 nouvelles machines qui transportent la canne ont été achetées pour le bon fonctionnement de la société, ainsi que 2 autres nouvelles machines qui ramassent la canne. Même si les employés de la Sosimo disent être satisfaits par la production de sucre pour la campagne 2020, ils indiquent que leur rémunération reste insignifiante, tenant compte du travail accompli, surtout que même les primes d'encouragement ont été supprimées par l'ancien administrateur directeur général de la Sosimo, Dino Derrick Nshimirimana. Ce que nous demandons surtout au président de la République, c'est de revoir à la hausse nos salaires. Les annales et les primes de bilan ont été toutes suspendues. Nous travaillons durement, mais nous sommes traités comme des journaliers. Nous crevons de faim, même si la production est abondante, et souhaiterions que cela soit pris en compte pour faire face à la vie qui devient de plus en plus chère. La société sucrière d'Omosso a vu le jour le 13 juillet 1982. La première production de sucre a eu lieu en 1988 avec 4000,657 tonnes. C'est en 2016 que la Sosimo a battu le record avec une production de 23,848 tonnes de sucre, soit un accroissement de 400%. Gouvernance et sans transition, le détournement des fonds et la mauvaise gestion des fonds alloués à l'entretien des infrastructures tels les ponts et routes sont à l'origine de la détérioration de ces derniers. Propos d'un expert indépendant, Faustin Dikoumana précise que le clientélisme dans l'octroi des marchés publics fait que même les infrastructures publiques construites ne durent jamais. Normalement, pour les infrastructures comme les routes et les ponts, il y a des infrastructures qui ont été construites dans le passé. Des routes et les ponts qui ont été construits dans le passé, normalement, il faut gérer à partir d'un délai de vie qui est accordé à chaque infrastructure dès sa réception. Et il y a des infrastructures, des routes dont le délai de vie peut être 15, 20 ou 30. Après ce délai, on doit passer directement à la réflexion. C'est pour cela qu'il faut prévoir des fonds régulièrement au niveau du budget, soit pour l'entretien régulier, il y a des fonds, les fonds du fonds routier national. Il faut aussi prévoir, comme tout charge fixe doit être amorti, voir comment construire un fonds qui va permettre à ce que, s'il s'avère nécessaire de passer à la réflexion, ça devient automatique. Il y a aussi des routes qui sont construites ou des ponts qui sont construits très récemment, mais l'état de délabrement est perceptible quelques temps après la réception de l'infrastructure. Là, ça veut dire qu'il y a eu la corruption au sein de la participation des marchés publics parce que ces routes passent en état de délabrement dans un délai très court après la réception de l'infrastructure. Alors, si les deux cas se combinent, on enregistre des besoins énormes, immenses d'infrastructures qui nécessitent des fonds colossaux pour la réflexion ou la construction d'autres infrastructures nouvelles ou bien même l'entretien de ces cônes. Alors, si on analyse autrement alors la façon dont les fonds sont gérés, on doit parler aussi de cette corruption parce qu'il y a d'autres infrastructures, par exemple le barrage de Kajek, il y a des routes qui sont passées dans un état de délabrement au lendemain, quelques jours après, mais on attend les commissions qui ont été mises sur le pied pour dire tel est coupable, tel autre coupable, mais on continue à voir qu'il y a l'impunité. C'est pour cela que le gouvernement doit mobiliser de l'énergie pour passer à l'offensive, pour vraiment mettre hors d'état de nuit tous les fonctionnaires véreux, malveillants, qui sont rompus à piller sans vergogne les caisses ou les deniers publics. Parmi plus de 10 ponts que la RPA a pu répertorier dans différentes localités du pays, 2 se sont déjà écroulés. Il s'agit de celui situé à Nyabuhururu en province Muramvya et celui situé en province Makamba, mais ce dernier est en cours de réhabilitation. Enfin, rendons-nous dans les camps des réfugiés. Un réfugié burundais du camp de Nyarugusu en Tanzanie a été enlevé ce lundi et torturé par les gens qui collaboreraient avec la police tanzanienne. Ce dernier ramène à 2 le nombre de réfugiés burundais séquestrés par les mêmes individus en l'espace de 2 jours, ce qui inquiète beaucoup les Burundais réfugiés dans le camp. Les détails avec Vicky Chris Ninheritz. Les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu indiquent qu'ils sont inquiets de la persécution dont ils sont victimes.
Et c'est au vu et au su de tout le monde. Ici, ceux qui se sont entretenus avec la RPA citent, à titre illustratif, le cas d'un réfugié burundais enlevé ce lundi par les gens qui collaboreraient avec la police tanzanienne. Hier, un nommé Elias Ndaishimiye de la zone 11 a été enlevé par des gens non identifiés en tenue civile. Mais nous avons pu reconnaître un Burundais Dino Dobrokoye qui travaille avec eux. Celui qui a passé un coup de fil à ces gens qui sont aussitôt arrivés à bord d'un véhicule aux vitres teintées de type Probox, immatriculé T19BB2. Nous avons également reconnu une autre personne surnommée Rasta qui accompagnait ses ravisseurs. Ces gens ont embarqué Elias dans leur véhicule et sont partis. Selon nos sources, ces ravisseurs menacent leurs victimes de leur ôter la vie afin que ces dernières leur versent de l'argent. Ils l'ont amené à la station de police de Makere. Ils l'ont menacé de le tuer s'il ne leur donnait pas une somme de 500 000 shillings. Après avoir payé cet argent, ils l'ont libéré. La veille, un autre réfugié nommé Juvenal Ravialimane de la zone 11 avait lui aussi été arrêté par les mêmes personnes. Après un passage à tabac, il fut également libéré moyennant paiement d'une certaine rançon. Ce réfugié a été arrêté par les gens de sécurité tanzanienne appelés Wanamugambo. Ceux-ci collaborent avec la police tanzanienne. Il a été arrêté à Makere. Parmi ces Wanamugambo qui l'ont arrêté, nous avons reconnu les prénommés Amo et Suni. Ils l'ont sérieusement tabassé. Ils l'ont libéré après lui avoir dépouillé de tout son argent. Il avait 369 000 francs shillings. Ces réfugiés burundais déplorent cette persécution et demandent au HCR ainsi qu'aux autorités tanzaniennes de les protéger. Nous avons essayé de contacter Martin Otieno, responsable de la police dans la province de Kigoma, où est situé le camp des réfugiés de Nyarugusu, mais en vain. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce 24 novembre 2020. Merci à toute la rédaction et à l'équipe technique pour leur collaboration. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Émile Nibasumba, je vous présentais cette édition. Agréable soirée chez vous. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.